Madame, Monsieur, je suis ravie de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine. Un signe d'apaisement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang a libéré 3 otages américains. C'était au lendemain de la visite du patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est allé s'entretenir avec le leader nord-coréen sur sa future rencontre annoncée pour le 12 juin prochain avec son homologue américain. Un Donald Trump qui a d'ailleurs laissé stupéfait ses alliés européens mardi dernier. Il a retiré son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. Certains observateurs de la scène internationale affirment que le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre Téhéran marquent un grand bond vers l'incertitude. D'autres proclament déjà la mort du multilatéralisme, tout comme la mort de l'économie iranienne. Qu'en sera-t-il exactement? Réponse tout à l'heure, celle du géostratège Franck et Bogo. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Coopération bilatérale, l'axe Bamako-Abidjan revisité. Le président malien vient d'effectuer une visite de travail de 2 jours en Côte d'Ivoire. Outre la signature de plusieurs accords de coopération, les 2 chefs d'État ont abordé les sujets qui seront débattus lors de la prochaine grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La 4e session du genre aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. À l'ouverture de cette mouture internationale, justement, notre intérêt porte sur la visite qu'a effectuée cette semaine en Côte d'Ivoire le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les échanges entre l'illustre visiteur et son homologue Alassane Ouattara ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires. La Côte d'Ivoire ambitionne porter son contingent de la force de l'ONU au Mali de 150 à 600 soldats. Les 2 chefs d'État ont saisi l'ONU à cet effet. Fait de la sanction dans la consternation au Kenya. Plus de 40 personnes, dont 20 enfants, sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi suite à la rupture d'un barrage dans le centre du pays. Le Kenya sort en effet d'une sécheresse aiguë et depuis le mois de mars, il est soumis à de fortes précipitations, source de régulières inondations qui ont déjà fait plus de 170 victimes. Dans le reste du monde, le président français Emmanuel Macron, en compagnie de son épouse Brigitte, était en visite cette semaine en Allemagne. Il a reçu à cet effet à la mairie d'Aix-la-Chapelle, en Westphalie du Nord, en présence de la chancelière Angela Merkel, le prix Charlemagne. C'est la reconnaissance au travail accompli par Emmanuel Macron au service de l'unification européenne. Démonstration spectaculaire en Russie, le pays a exposé son matériel militaire sur la mythique place rouge de Moscou. C'était à l'occasion du défilé annuel marquant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce défilé est intervenu dans un contexte particulier. Le début du 4e mandat du président Vladimir Poutine à la tête de ce puissant État. Le journaliste et politologue Carlos Alvarado a pris fonction mardi comme président du Costa Rica. Il s'est engagé à réduire l'empreinte carbone dans l'économie de ce pays et à mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles. Né en 1980 à San José, Carlos Andrés Alvarado, âgé de 38 ans, était ministre du Travail et de la Sécurité sociale de Costa Rica avant son engagement dans la course à la magistrature suprême de ce pays. Rupture politique, en Malaisie, l'opposition a obtenu une victoire historique aux législatives organisées dans le pays. C'était mercredi, portant ainsi au pouvoir Mahathir Mohamad. Âgé de 92 ans, il a prêté serment jeudi comme Premier ministre. Son élection a ainsi mis fin au règne de la coalition au pouvoir depuis 1957, année d'accession à l'indépendance de cette ex-colonie britannique d'Asie du Sud-Est.
Manifestation de rue au Nicaragua, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mercredi dans la capitale Managua. Elles réclamaient justice après le décès de près de 50 personnes survenues au cours des protestations entamées dans le pays au milieu du mois d'avril. Convoquées par des étudiants, ces manifestations ont été rejointes par les agriculteurs, les chefs d'entreprise et d'autres leaders sociaux venus de plusieurs villes du pays. Le Tchad est entré dans sa 4e république. Selon l'opposition tchadienne, la nouvelle constitution accorde des pouvoirs renforcés au président de la République, ce qui s'apparente à un coup d'État constitutionnel. En revanche, en signant l'ordonnance portant création de cette 4e République, le président Idriss Déby affirmait que la nouvelle loi suprême susciterait des nouveaux comportements et vertus, raison pour laquelle il a décrété l'amnistie générale. Sur l'actualité tchadienne, le regard du docteur Brigitte Lekane. Pour poser les bases de notre analyse à ce propos, on pourrait partir de la différence qui existe entre l'amnistie et la grâce présidentielle. Tandis que la grâce présidentielle laisse subsister des effets juridiques, ces effets s'estompent avec l'amnistie. L'amnistie annule, efface et met fin à toute hostilité. C'est donc un fin stratège que le président Déby choisit cette amnistie, dans ce sens que la symbolique à cet effet est très forte pour marquer la renaissance de l'État. Au-delà de cet aspect purement juridique, pour cerner le sens et le fond de l'amnistie, de cette offre d'amnistie, on pourrait revenir sur le contexte politique actuel du pays. Le Tchad fait face ces dernières années à une grave crise sociale et amplifiée ces derniers mois avec l'austérité. Pour y faire face, le président de la République a multiplié les consultations avec la société civile, les acteurs politiques et les forces vives de la nation. Au sortir, il y a eu les réformes. Ces réformes débouchent sur la nouvelle constitution. Celle-ci supprime le poste de Premier ministre, crée celui de la vice-présidence et avec l'obligation du gouvernement de prêter serment devant le président de la République. On assiste là à une véritable métamorphose de l'État. Où, avec l'avènement de la 4e République, la 3e République va emporter avec elle toute l'ancienne vie politique du président Déby. Donc, en surfant sur les réformes, par exemple, l'objectif est peut-être celui de résoudre la crise sociale qui existe, mais au fond, il peut viser l'apaisement. Contre l'apaisement face à toutes les critiques qui s'abattent sur lui pour avoir en quelque sorte forgé une constitution à sa mesure. L'amnistie se présente alors comme ce pansement qui va venir accompagner l'émergence de l'État nouveau, la renaissance de l'État. Et ce qui donne au final un visage humain au président Déby. Maintenant, reste à savoir si les engagements pris autour de cette réforme seront respectés, car le Tchad, peut-être sans le savoir, est en train d'inaugurer, après le vent d'est des années 90, le printemps arabe, un printemps peut-être subsaharien. Maintenant, attendons de voir comment les autres États vont pouvoir réagir.
Mardi dernier, Donald Trump a dynamité la seule victoire de son prédécesseur au Proche-Orient. C'était l'aboutissement d'une douzaine d'années d'efforts diplomatiques, y compris l'engagement commun de 6 puissances signataires rarement d'accord. De la manière la plus radicale, Donald Trump a retiré son pays de l'accord sur le nucléaire de Vienne en rétablissant au plus haut niveau les sanctions économiques envers Téhéran. Pour évoquer les conséquences du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, je reçois le docteur Franck Ibogo. Il est enseignant à l'Université de Yaoundé 2 et géostratège. Bonjour docteur. Bonjour Françoise. Dites-nous, est-ce que vous avez été surpris ou pas par la décision de Donald Trump de retirer son pays de l'accord de Vienne de 2015? Oui, on n'a pas été surpris parce que pendant la campagne électorale, il y a encore quelques années, le candidat Trump avait déjà dit qu'il allait revoir un certain nombre d'accords qui engageaient les États-Unis, des accords commerciaux, la position des États-Unis par rapport à l'OTAN, des discussions sur le nucléaire nord-coréen et même l'accord de Vienne qu'on vient d'évoquer. Et on a vu que depuis son accession au pouvoir, il a essayé de détricoter, n'est-ce pas, un certain nombre d'accords. Et tout naturellement, on s'attendait à ce qu'ils suivent, n'est-ce pas, cette ligne-là en ce qui concerne l'accord de Vienne. Donc là-dessus, on n'est pas tout à fait surpris. Commençons déjà par présenter cet accord de Vienne. Que devons-nous retenir de cet accord qui a été qualifié de pire par Donald Trump? Bon, je crois que le jugement, il est politique, mais d'un point de vue technique, c'est un accord qui est le fruit, n'est-ce pas, des négociations qui s'étalent sur une dizaine d'années. Mais on peut retenir au moins deux choses par rapport à cet accord. D'abord, le contexte dans lequel cet accord a été signé. C'est véritablement avec l'arrivée au pouvoir du président Hassan Rouhani qui a eu des avancées notoires dans le cadre, n'est-ce pas, du nucléaire iranien. Il y a donc eu en 2013 un certain nombre d'engagements qui avaient été pris. En avril 2015, il y a ce rapport d'étape qui est signé et finalement, quelques mois après, c'est-à-dire le 14 juillet 2015, il y a donc cet accord cadre portant sur le nucléaire iranien qui a été signé à Vienne, en Autriche. Et cet accord-là, donc, est constitué du groupe qu'on appelle les G5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et de l'autre côté, on a l'Iran. Les engagements des deux parties. Oui, j'aborde donc les points saillants de cet accord-là. Grosso modo, on peut retenir 3 points par rapport à cet accord. Tout d'abord, en ce qui concerne la limitation des sites nucléaires, l'Iran s'engage, n'est-ce pas, à ne pas construire d'autres sites nucléaires. Il y a des engagements en termes de limitation aussi de la construction des centrifugeuses, qui sont ces grands fours dans lesquels on enrichit l'uranium et le plutonium. Donc l'Iran s'engage de limiter, c'est-à-dire de faire passer de 16 000 centrifugeuses à 6 000. Et vous savez bien que lorsqu'on a plusieurs centrifugeuses, eh bien, on décuple la capacité de production ou d'enrichissement de l'uranium. Donc il y a également un point qui concerne même l'enrichissement de cet uranium qui est contenu, n'est-ce pas, à moins de 3,6%. Mais avant cet accord-là, l'Iran était déjà des sources officielles à 5%, mais officieusement allait à plus de 20% du taux d'enrichissement. Et pour atteindre l'enrichissement qui peut déboucher à l'arme nucléaire, il faut atteindre 90. Donc voilà les points saillants. Et de l'autre côté, le groupe de G5 plus 1 s'engageait, n'est-ce pas, à lever progressivement un certain nombre de sanctions qui pesaient voilà, sur l'Iran. Il se dit que l'accord sur le nucléaire iranien, que Téhéran aurait plus ou moins respecté ses engagements et que les 5 plus 1 là n'arrivaient malheureusement pas à respecter leur part d'engagement. Je voudrais savoir au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet accord qui a été déchiré par les États-Unis est-il caduc ou bien reste-t-il toujours en vigueur, valable pour les États signataires? Je crois, de mon point de vue, que cet accord reste encore valable puisque le désistement ou le retrait
d'un allié n'entraîne pas nécessairement la caducité de cet accord. Il aurait été caduc si l'Iran s'est retiré, puisque d'un côté on a l'Iran et de l'autre côté on a un groupe. Donc maintenant on a bien vu que... Il y a plutôt une fissure du côté du groupe. Oui, il y a une fissure. On a bien vu que les autres 5 États qui sont restés, qui sont partis de cet accord, ont manifesté leur intention de rester dans cet accord-là. Est-ce que cela signifie que les engagements commerciaux des alliés européens sont valables en Iran? Oui, je crois que cet accord-là va impacter sur la croissance économique de l'Iran, mais également sur la projection d'un certain nombre d'entreprises européennes en Iran, parce qu'il y a des groupes comme Total qui avaient déjà gagné un certain nombre de marchés depuis 2015 avec la normalisation des relations entre l'Occident et l'Iran. Et il va sans dire que dans la mesure où les transactions sont effectuées en dollars, et on verra bien qu'un certain nombre de ces entreprises-là ne pourront plus bénéficier des financements, n'est-ce pas, des banques, parce que les banques ont peur, n'est-ce pas, de s'attirer les foudres des États-Unis. Cela signifie donc que certains contrats commerciaux peuvent être... vont tomber. D'accord. Ils vont tomber. Ok, vous l'avez dit tantôt, les principales capitales européennes veulent coûte que vaille conserver cet accord. Est-ce qu'on ne s'engage pas là vers une attitude européenne qui peut ouvrir la voie à une crise entre les États-Unis et l'Europe? Oui, je crois que sur le nucléaire iranien, on voit bien qu'il y a des dissensions au niveau des pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et ses partenaires de l'Union européenne. Mais sur d'autres dossiers, il y a quand même des convergences de vues. Donc moi, je ne voudrais pas conclure à une fissuration à long terme, n'est-ce pas, du bloc occidental, mais il y a, si vous voulez, il y a des intérêts primordiaux, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'États qui ont prévalu par rapport à cet accord-là. Et on voit bien que finalement aussi l'Union européenne est en train de jouer sa carte en tant que pôle de puissance sur cet échiquier géopolitique mondial. Parce que lorsque je parle de l'Union européenne ici, je parle tout d'abord de l'Allemagne, la France et accessoirement, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne, bien qui s'est retirée de l'Union européenne, mais qui reste quand même une puissance européenne. Donc je me dis qu'il y a un pôle de puissance qui est en train de se redessiner, c'est-à-dire le pôle européen, qui doit être aussi un pôle assez pertinent par rapport à d'autres pôles de puissance comme la Chine, la Russie ou bien les États-Unis. Dans ce jeu d'équilibre qui est en train de se redessiner, justement, on a entendu la chancelière allemande dire que son pays ne se sentait plus protégé par les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait envisager un scénario où l'Allemagne décide de se remilitariser, par exemple? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans des discours. Ça peut être des discours de circonstances où on veut quand même pousser, si vous voulez, l'adversaire, n'est-ce pas, à ses derniers retranchements. Ce qui est dit sur le terrain diplomatique, n'est-ce pas, ne converge pas nécessairement avec les positions ou bien les décisions qui sont prises sur le plan politique. Donc, je pense que les déclarations de la chancelière sont à placer dans le contexte qui a suivi par rapport à la décision des États-Unis, n'est-ce pas, de se retirer de l'accord de Vienne. Et je pense que ce qui se joue actuellement, n'est-ce pas, c'est la constitution d'un pôle de puissance en Europe. Et ce pôle-là, n'est-ce pas, qui sera dirigé par l'Allemagne, qui est quand même une puissance économique, mais pas encore militaire, et la France, qui est une puissance militaire, tout au moins par rapport à sa capacité, ou bien par le fait que cette France-là, n'est-ce pas, détient l'arme nucléaire et est membre, n'est-ce pas, du Conseil permanent de sécurité. Voilà, pour rester sur l'acte posé par le président Donald Trump mardi dernier, vous avez dit que vous n'étiez pas surpris puisque pendant sa campagne, son slogan c'était « American First ». On l'a vu retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat. On l'a vu dénoncer également le traité de libre-échange transpacifique. Le voilà, il retire son pays maintenant de l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment que le multilatéralisme est en train de passer ces derniers jours? Je crois qu'on assiste quand même à une valse, c'est-à-dire même à quelque chose de cyclique. À quelque chose de cyclique. Parce que si vous revenez à la présidence Bush,
ce qu'on avait justement critiqué à la présidente Bush Junior, c'était justement le retour, n'est-ce pas, à cet unilatéralisme qui faisait d'ailleurs suite aux attentats du 11 septembre. On voit bien que après la présidente Bush, on a eu la présidence Obama, n'est-ce pas, qui se fondait sur une ouverture, n'est-ce pas, sur le multilatéralisme. Et là, donc maintenant, on a comme un retour en arrière, n'est-ce pas, avec effectivement la politique Trump, qui met en avant, n'est-ce pas, les intérêts des États-Unis. Donc, de ce point de vue, la politique américaine sous Trump est une politique qui privilégie d'abord les intérêts des États-Unis. Et pour Trump, les intérêts des États-Unis ont été tronqués, ont été minorés dans un certain nombre d'accords. Donc, il est en train de revoir ces accords-là pour que finalement la position des États-Unis reste dominante. Voilà, effectivement. Évoquons les conséquences côté Proche-Orient du geste du président Trump pour dire qu'on a noté quand même au lendemain de sa prise de parole un regain de tension entre Israël et l'Iran. Est-ce que vous ne pensez pas que la paix précaire qui existe au Proche-Orient est en train de vaciller, pourrait céder la place à une guerre qu'on n'arriverait pas à maîtriser? Non, je crois qu'on va continuer à demeurer dans cette paix précaire ou bien dans cette guerre que je vais même qualifier de froide. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de non-paix durable ni de guerre durable. Donc il s'agit pratiquement, n'est-ce pas, d'une espèce de guerre froide qui se joue à ce niveau. Donc ce qu'on doit dire, c'est que la décision des États-Unis a été motivée par des logiques de politique interne, mais également par, si vous voulez, le paysage géopolitique qui se vit au Moyen-Orient. Et ce paysage géopolitique, c'est quoi? C'est la course vers le leadership, n'est-ce pas, affirmée par l'Iran. On voit bien que l'Iran est en train de bousculer un certain nombre de positions au Moyen-Orient. Vous voyez, l'Iran est présent dans le théâtre géostratégique syrien, au Yémen, à travers le soutien notamment des rebelles Houthis. Et également, j'ai parlé de la Syrie, j'ai parlé du Yémen. Voilà. Donc, on voit bien que l'Iran est dans une posture de conquête, n'est-ce pas, de l'hégémonie sous-régionale pour faire face, n'est-ce pas, pour concurrencer l'hégémonie d'ailleurs qui a été assumée depuis longtemps par Israël. Donc on voit se dessiner un deuxième pôle de puissance qui soit antagoniste, n'est-ce pas, à celui de l'Iran. Et on voit bien que les Occidentaux, n'est-ce pas, ne voudraient pas faire émerger ce deuxième pôle de puissance, n'est-ce pas, qui peut constituer une menace, n'est-ce pas, pour la stabilité d'Israël. Et on verra donc qu'Israël fera tout avec les Occidentaux, n'est-ce pas, pour écraser ce pôle de puissance qui est en train de naître. Cette paix précaire qui jusque-là avait prévalu au Proche-Orient, le régime de Téhéran a affirmé qu'on est entré maintenant dans une phase de guerre psychologique. Cela pourrait renvoyer à quoi sur le plan géostratégique? Oui, la guerre psychologique, c'est tout sauf le recours aux armes. C'est-à-dire qu'on est en train de saper le moral de l'adversaire, parce que les guerres ne se jouent pas seulement à travers l'emploi de l'arme, mais également dans des têtes. Lorsqu'on parle de guerre psychologique, il s'agit, n'est-ce pas, de saper le moral, n'est-ce pas, de décourager les troupes, de paralyser ce qu'on va appeler l'appareil de décision, parce que finalement, psychologiquement, ceux qui doivent prendre des décisions n'ont plus le moral, ou bien ne saisissent pas véritablement les enjeux. Donc ce qui se passe ici aussi, c'est une guerre psychologique parce que les deux camps ne peuvent pas s'affronter militairement. Il faut peut-être aussi dire à l'adresse des téléspectateurs qui nous suivent que si Israël avait la possibilité de détruire les centrales nucléaires iraniennes, il aurait pu le faire parce qu'on a bien vu avec l'Iran qu'Israël a eu à détruire ces usines nucléaires, on a vu. Mais dans le cadre, n'est-ce pas, de l'Iran, on dit bien que ces usines-là sont souterraines. Donc, on n'arrive pas toujours à voir la bonne information par rapport à leur localisation. Donc, de ce point de vue, Israël ne peut pas, n'est-ce pas, se lancer dans une aventure guerrière ou bien militaire contre l'Iran parce qu'il ne saisit pas véritablement, si vous voulez, la localisation de ces centrifugeuses.
Est-ce que dans cette guerre psychologique, est-il donc crédible de penser que les sanctions contre l'Iran peuvent faire monter la grogne au sein de la population qui, au finish, renverserait le régime de Téhéran? Oui, je crois que c'est un scénario qui a été envisagé par des stratèges américains. C'est-à-dire qu'il y ait une révolution interne, à défaut d'avoir un renversement à partir de l'extérieur du régime en place. Il est aussi possible, effectivement, que depuis 3 ans, quand même, il y a eu comme une certaine embellie de l'économie iranienne et que tout à coup, les gens deviennent mécontents du fait qu'on revienne en arrière. Cela peut créer des émeutes et surtout qu'on est dans une sous-région instable avec les révolutions qui se sont passées il y a quelques années, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc, cela aussi est structuré de ce côté-là et c'est quelque chose qui est envisagé, peut-être aussi encouragé par les Américains. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, la négociation d'un autre accord est-il envisageable? Oui, dans le champ politico-diplomatique, on peut négocier à tout moment. Tout est possible. Ce que les Américains dénoncent, c'est que cet accord devienne face la part belle à l'Iran et que cet accord-là ne permet pas à l'Iran, n'est-ce pas, de renoncer définitivement à son nucléaire, mais permet de repousser à une période de 10 ans, n'est-ce pas, le programme nucléaire iranien. Donc on peut revoir, n'est-ce pas, un certain nombre d'engagements par rapport à cela, mais il faudrait que les partis qui sont restés dans cet accord-là puissent avoir la volonté de négocier un nouveau round de discussion avec l'Iran et les États-Unis. Pour revenir à l'attitude du président Donald Trump, on a entendu ça et là. Certains observateurs de la scène internationale disent que le président Donald Trump s'isole de plus en plus sur la scène internationale. D'autres pensent que ceux-là sont en train de se fourvoyer puisqu'on voit également Donald Trump se rapprocher de Kim Jong-un puisque une rencontre est annoncée entre les deux chefs d'État pour le 12 juin prochain. Quelle est votre analyse? Bon, mon analyse est très simple. C'est que l'administration Trump met en avant les intérêts des États-Unis. Ce qui les intéresse, ce n'est pas fondamentalement une approche multi, voilà, être allié de qui que ce soit. Tout au moins si cette alliance-là permet, n'est-ce pas, aux États-Unis de pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Et peut-être aussi, puisque vous évoquez le nucléaire nord-coréen, on dira que la position des États-Unis est que, en restant dans une position intransigeante, radicale, en faisant peser une menace militaire sur le régime nord-coréen, ils ont eu des résultats palpables. C'est-à-dire, on a vu que la Corée du Nord a accepté, n'est-ce pas, c'est pour parler avec les États-Unis. Donc, c'était une décision qui a été prise à l'intérieur par la Corée du Nord, puisque, effectivement, la Corée du Nord ne pouvait plus survivre aux sanctions économiques imposées par les États-Unis. Donc, on peut envisager également un tel scénario, tout au moins les stratèges américains, par rapport à ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que le resserrement, la radicalisation de la position des États-Unis et le maintien d'un certain nombre de sanctions économiques contre l'Iran, n'est-ce pas, peut peut-être aussi amener l'Iran à négocier des pourparlers de paix avec les États-Unis. On a envie de se demander, et l'Afrique dans tout cela, quelle stratégie doit-elle mener pour tirer son épingle du jeu? Parce qu'elle, jusqu'ici, elle est à fond. Ah ouais, on dira qu'il y a cet élément de positions qui sont défendues par un certain nombre d'États africains, mais ce qui se passe ici, ce sont des discussions, n'est-ce pas, en ce qui concerne les grandes puissances mondiales. L'Afrique n'étant pas, pour le moment, n'est-ce pas, n'ayant pas de puissance qui puisse prétendre, n'est-ce pas, à l'hégémonie mondiale, eh bien, les Africains peuvent avoir des positions à l'interne, mais des positions qui ne peuvent pas influer ni sur les discussions, ni sur le cours, n'est-ce pas, d'une éventuelle guerre entre l'Iran et un certain nombre de puissances. Dr Franck Ebogo, merci pour votre disponibilité. Ah, c'est moi qui vous remercie. À bientôt, Françoise. Merci. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain, juste après le journal de 12h. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.